l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Il est 12 h sur les antennes de la RTS2. Bienvenue dans Midi Actu. Voici le sommaire du jour. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Notre invité du jour, le colonel Moumar Gueye, écrivain aussi, président du PEN Sénégal. Bonjour, colonel Moumar Gueye. Bonjour Léna. Bienvenue dans Midi Actu. Merci, tout le plaisir est pour moi. Très bien, donc aujourd'hui vous allez nous accompagner, Avec notamment plaisir. Pour la rubrique éducation, pour parler de vos ouvrages. Avec plaisir. Très bien. Nous démarrons avec l'actualité, bien sûr, côté société. Les essais en mer de 2 embarcations en fibre de verre ont été jugés concluants. Il s'agit ici donc d'une unité destinée à la pêche artisanale et d'une autre au transport fluviaux maritimes, des produits donc fabriqués au Sénégal. Suivons ce reportage. À bord de ces embarcations sorties d'usine, 2 passagers inspecteurs de sécurité navale. Leur expertise est sollicitée pour tester la stabilité des embarcations, leur allure, tout ce qui a trait aux normes de sécurité. Le bateau est stable. Nous avons testé en pleine vitesse le comportement du navire. Nous avons fait des gyrations aussi. C'est un navire qui se comporte bien. Donc la gyration, l'allure, ensuite on a le navire, il est dans l'eau. En même temps, on a essayé, on a regardé s'il ne prenait pas l'eau, quoi. Donc il est étanche. Ces embarcations en fibre de verre vont révolutionner le secteur maritime. Destinées à la pêche artisanale et au transport fluvio-maritime, elles sont à la fois insubmersibles et géolocalisables. Les autorités misent sur ces caractéristiques pour faire face aux nombreux accidents en mer. Au niveau de la pêche, tout le monde connaît le problème. Le problème, ce sont les accidents interminables. Le problème, c'est un problème d'hygiène. Donc, disons, ces embarcations en fibre de verre vont véritablement régler tous ces problèmes que je viens d'évoquer. Maintenant, il y a au niveau du transport fluvio-maritime, je pense que le besoin est là, énorme, pour les populations des îles, au niveau du centre du pays, au nord, dans le sud. Le Sénégal a choisi l'option du transfert de technologie. Les embarcations sont produites au Sénégal par une usine qui a démarré ses activités il y a 3 mois. Il ne s'agit pas pour nous d'importer des pirogues, l'État aurait pu le faire, mais nous avons jugé nécessaire qu'il fallait travailler avec des partenaires à mettre en place une usine de fabrication de pirogues en fibre de verre. On peut donc dire sans risque de nous tromper que ces unités que nous allons remettre à son Excellence Monsieur le Président de la République seront des unités fiables aux normes. Le processus de renouvellement du parc piroguier du Sénégal prend ainsi de l'allure. La CIRN, qui représente l'État dans ce programme, a lancé dans un premier temps une commande de 40 pirogues. Elles vont progressivement remplacer les embarcations en bois. Alors, colonel, nous venons donc de suivre ce reportage. Une belle initiative, hein? Comment est-ce que vous appréciez cela? Mais c'est avec beaucoup de plaisir que j'apprécie cette initiative qui vient d'être posée et qui va contribuer à la sauvegarde
de nos forêts. Parce que toutes les pirogues que vous voyez sur les plages du Sénégal et d'ailleurs viennent de nos forêts. Tout à fait. J'ai eu à écrire d'ailleurs une fois que tous ceux qui mangent le riz aux poissons le doivent à la forêt. Et donc, faire en sorte que la pression qui s'exerce sur les forêts, sur les arbres, sur le bois, soit réduite de manière notable, me semble extrêmement salutaire. Et je ne peux qu'encourager cela. Et en tout cas, inviter nos parents guendariens, nos parents lébou et autres, de ne pas se mettre à dire non, le bois c'est mieux, etc. Il faudrait vraiment se moderniser et vraiment éviter que cette forte pression qui s'exerce sur les forêts ne détruise notre environnement pour toujours. Et vous parlez avec une certaine expertise, étant donné que vous êtes colonel des eaux et forêts. Et ici, on voit que quand même ces deux produits qui ont été fabriqués purement au Sénégal. Parfaitement, parce que ce que j'ai surtout apprécié, c'est d'abord l'innovation qui consiste à trouver une autre matière en substitution avec le bois, mais aussi de prendre ceux qui travaillaient ce bois-là et de les former pour qu'ils soient eux, ceux qui vont fabriquer ces pirogues en fibre de verre. Je pense que vraiment, c'est un acte à encourager et pour ces différentes raisons. On ne va pas enlever de la bouche des charpentiers, en tout cas leur travail, en tout cas le fruit de leur travail, mais là, ils pourront trouver une autre matière, une autre activité de substitution et qui permettra également de sauvegarder les forêts parce que les forêts subissent des pressions de toutes sortes, dues à l'agriculture, dues à l'occupation urbaine, dues aux industries qu'il faut approvisionner. Et aussi, ça pose de sérieux problèmes et les forêts ne peuvent pas supporter cela. Très bien, voilà. Très bien. Donc, nous continuons toujours avec le colonel Moumar Gueye. Nous passons à l'actualité côté éducation. Alors, des acteurs du secteur de l'éducation ont tenu à sensibiliser les parents sur les conséquences d'une utilisation abusive de l'Internet. Ils veulent la revalorisation du livre et de la lecture au Sénégal. Suivons ce reportage. Ils sont très souvent devant le téléviseur, l'ordinateur ou le smartphone. L'utilisation qu'ils en font intrigue parfois leurs parents et leurs professeurs. Une chose reste claire, les parents doivent bien les surveiller et les protéger contre les dérives de l'Internet et autres programmes de télévision. Chers parents d'élèves, il faut savoir que tout le travail ne se passe pas uniquement à l'école. Il y a un travail aussi qui doit se faire à la maison. Il faudra accompagner vos enfants à la maison pour qu'ils apprennent leurs leçons, pour qu'ils lisent beaucoup. Éviter certains téléfilms parce qu'on se rend compte de plus en plus, les élèves sont trop absorbés par les téléfilms. Cette alerte des autorités a poussé le gouvernement scolaire du collège 4 urbain d'inscrire le thème important de la lecture pour leur journée culturelle de cette année. La lecture n'est plus considérée comme la porte d'accès privilégiée au savoir et n'est plus synonyme de plaisir. Ce désamour pour les livres vient du glissement infrénable de notre société vers la magie du numérique. D'habitude, dans les autres écoles, on parle de Fosco, on parle de foyer, on parle de journée culturelle. Et qu'est-ce qu'on met en avant? Le côté ludique. Or, dans un établissement, ce qui compte le plus et le mieux, c'est la qualité des apprenants que nous voulons former. L'édition 2019 des journées culturelles du CEM SCAT Urbain a été parrainée par l'Association des femmes du SCAT Urbain pour le développement, une structure partenaire de l'éducation qui œuvre pour l'épanouissement et la santé des populations du Grand Yoff. Colonel Moumar Gueye, donc dans ce reportage, on a vu une élève dire, je cite, il y a un certain désamour pour le livre. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, ça c'est un constat et c'est un constat malheureux parce que tout le monde sait que le livre, le savoir est dans le livre. Et c'est les connaissances qu'on tire du livre, eh bien c'est cela qui alimente l'esprit. Vous savez, le livre est un symbole en plus, parce que les messages que Dieu le Tout-Puissant nous a envoyés sont contenus dans des livres.
Il y a eu 104 livres qui ont été envoyés à l'humanité. Et les 4 les plus célèbres, c'est la Torah, le Psautier, l'Évangile et le Coran. Et le savoir, le message de Dieu aux humains se trouve dans ces 4 livres. Et cela veut dire qu'il faut nécessairement accorder une importance capitale aux livres. C'est Nelson Mandela qui disait « Un peuple qui lit est un peuple qui gagne ». Tout à fait. Le savoir étant dans le livre, il faudrait nécessairement conserver cette amitié entre le lecteur et le livre, et aussi le considérer comme un symbole. Il y a d'autres formes de lecture avec les nouvelles technologies, mais très souvent, on y insère des choses qui n'ont rien à voir avec la lecture. Tout à fait. Et ma foi, ça vous dévie de la lecture. Je pense que c'est une initiative au niveau de cette école à saluer. Et ma foi, je le disais une fois, à chaque fois qu'on offre un cadeau à un élève ou à un enfant, il faut y ajouter un livre. Et j'avais publié un texte que j'avais appelé « Un cadeau, un livre ». Tout à fait. On peut toujours offrir un cadeau, n'importe lequel, un stylo, etc. Mais il faut toujours y ajouter un livre parce que le savoir est dans le livre. Donc, vous appréciez cette initiative de ce lycée et je pense que récemment, justement, vous avez donc participé à ce genre d'initiative, notamment à Louga, au lycée Malick Sall. Absolument. Et je dois profiter de ce plateau pour remercier les autorités académiques de Louga qui m'ont fait confiance et m'ont invité au niveau du lycée Malick Sall. Et c'était une journée de rêve. C'était une journée de rêve parce que c'était la lecture qui était vraiment au sommet, qui était considérée comme étant le meilleur moyen de bâtir, en tout cas, une personne équilibrée. Nous avons eu à travailler toute la journée. Les élèves ont monté une pièce de théâtre sur la base de mon roman « La malédiction de Rabi ». Ils ont tiré des leçons et autres. Ils ont mis en évidence un peu tout ce que le professeur Alioune Badara Diané, que je salue en passant, qui avait fait une bonne note de lecture de La malédiction de Rabi. Eh bien, ils ont tiré l'essentiel de tout cela et ça a fait beaucoup de plaisir, ça a donné beaucoup d'enseignements. Je pense que toutes les écoles devraient, avec d'autres écrivains, avec d'autres ouvrages, en tout cas, organiser des journées de cette nature parce que c'est comme ça qu'on peut bâtir notre jeunesse de demain. Sinon, eh bien, comme il disait tout à l'heure, les téléfilms de qualité douteuse vont les endoctriner et, ma foi, ils perdront le sens de la raison, le sens des bonnes pratiques. Et ce serait malheureux pour notre pays. Tout à fait. Donc, vous avez parlé de votre roman, La malédiction de Rabi, que les élèves ont utilisé pour représenter une pièce de théâtre. Il me semble que vous faites passer quand même des messages très importants dans ce roman. Est-ce qu'on peut revenir sur les thèmes qui ont été abordés? Oui, j'ai essayé de faire, comme le disait le professeur Alioune Badara Diané, la télescopie de la société sénégalaise. Moi, je ne m'identifie pas à des romans qui font rêver et qui s'arrêtent là. Moi, je préfère parler aux gens, décrire un peu notre société. Notre société, il y a des maux qui gangrènent notre société. C'est quoi? C'est les brimades que les filles et autres vivent dans les maisons. Le viol aussi. Il y a également comment on appelle ça, tout ce qui concerne l'excision, hein, la pédophilie. Les voyages à l'extérieur, c'est-à-dire les voyages clandestins que les gens, l'immigration clandestine que les jeunes adorent maintenant, alors que c'est un danger total. Et des fois même, je taquine certaines mauvaises pratiques, notamment la grève, par exemple. J'ai dit que la grève est un acte démocratique détestable parce qu'elle fait toujours des victimes innocentes. J'ai dit également en taquinant les gens qui sont dans les villes, qui viennent du milieu rural comme moi, comme mes parents et autres, mais qui ne respectent pas les règles de vie en milieu urbain. Et j'ai dit, quand la ville est envahie par des villageois sans éducation, la ville se transforme en village sans organisation. Et à chaque fois que je le dis, les gens disent, qu'est-ce que tu as contre les villageois? J'ai dit, moi, je suis le premier villageois. Mais j'ai dit,
quand la ville est envahie par des villageois sans éducation. C'est très important. La ville se transforme en village sans organisation. Et ça me semble très, très, très important. Tout à fait. Alors, ça, ce sont des pics que j'envoie aux gens. Quand on parle de la pédophilie, par exemple, on le dénonce et on éveille les gens. Le viol également. Mais chaque fois, on en parle. Le roman est une succession de mauvaises pratiques dénoncées, mais sur la base des malheurs qui se sont succédés sur le dos de Rabi. Très bien. Et je dois remercier d'abord Mme Aminata Sow Fall qui a préfacé l'ouvrage et qui a dit que la malédiction de Rabi est un cri de colère contre toutes les injustices qu'on fait subir aux femmes dans nos pays. Et elle a parfaitement raison. Voilà, c'était le contenu en gros de cette journée et qui s'est passé vraiment avec des élèves, de brillants élèves qui peuvent jouer même un film, je trouve, parce qu'ils ont réalisé quelque chose qui a touché tout le monde. Et je dois remercier et encourager tout le monde pour ça. Donc, pour rester dans le cadre scolaire, il me semble que c'est un livre que vous utilisez aussi pour sensibiliser, pour éduquer également. Est-ce que vous avez un peu approché, ne serait-ce que le ministère de l'Éducation, pour quand même introduire ce livre dans le cursus? Oui, moi je travaille toujours avec les autorités académiques. Quand j'ai écrit par exemple l'eau, source de paix et de sécurité et l'arbre et la vie et tout ça, j'ai soumis ça au ministère de l'Éducation à l'époque et l'INEAD a validé cela. La malédiction de Rabi, c'est la même chose. J'ai partagé ça et il a été nominé au Grand Prix du Président de la République pour 2017. Et je sais qu'au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, ils en ont acheté, le ministre Mary Teuw Niane. Je n'ai pas encore eu de réaction au niveau du ministère de l'Éducation, mais pour, par exemple, le livre sur l'arbre, le ministère de l'Éducation aussi en a commandé un certain nombre. Moi, ce que j'écris, c'est vraiment pour l'école, c'est vraiment pour les élèves. Parce que je le dis toujours, je suis né à Saint-Louis, sur la langue de Barbarie, dans une case. J'ai grandi dans une baraque et ça ne m'a pas empêché d'arriver là où je suis. Donc les enfants doivent avoir de l'ambition. De l'ambition, c'est un peu l'image que me donne aussi le livre du président de la République, Le Sénégal au cœur. Ça veut dire qu'on peut partir de très bas et devenir président de la République. Tout à fait. Moi, c'est cette leçon d'ambition que j'essaie toujours d'inculquer aux enfants, aux élèves, parce que c'est ça qui est important. Quand j'écris, je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Je ne m'inspire pas d'une civilisation extérieure. Je m'inspire carrément des valeurs de notre pays, des valeurs du Sénégal, pour rendre service à notre jeunesse, parce que notre avenir, c'est notre jeunesse. Parce que là, donc, on parle de réintroduction, ou d'introduction en tout cas des œuvres contemporaines par rapport au système éducatif et tout, parce qu'il me semble que tout ce qu'on a encore comme livre, en tout cas étudié à l'école, date des indépendances. Mais ça, nous le déplorons. Nous ne comprenons pas pourquoi on ne renouvelle pas les livres au programme. Nous ne comprenons pas. Il y a tellement de bons livres, des livres à lire. Et là, je dois en profiter pour remercier la direction du livre et de la lecture et le ministère de la Culture, parce qu'ils font des efforts énormes. Hein, c'est ça, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lors du Salon du Livre de Paris, ils nous ont invités, nous, en tant qu'auteurs d'un certain âge, mais aussi de jeunes auteurs. De jeunes auteurs qui ont participé à la délégation et qui ont écrit des ouvrages à découvrir. Oui. Mais pourquoi donc on garde toujours les ouvrages qui datent de 50 ans? Ces œuvres contemporaines, quand même, parlent des faits qui se passent actuellement. Absolument, absolument. Je ne comprends pas le processus de sélection des livres au programme. Mais moi, je crois que ça doit être sur une certaine durée. Et ensuite, il faudrait reprendre, trouver pas n'importe quel livre, mais des livres qui peuvent forcément permettre aux jeunes d'améliorer un peu leur morale, leur éducation civique, environnementale et autres. Mais ça me semble extrêmement important. Malheureusement, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve et je ne trouve pas l'explication. Je voudrais
lancer un appel aux autorités pour que l'on revoie ce processus-là. Et aussi que les livres qui sont édités pour les écoles, nous avons beaucoup d'éditeurs sénégalais ici qui peuvent faire ce travail-là. Il faudrait qu'on fasse appel à eux au lieu de faire de commander des éditions à l'étranger. Cela ne fait que réduire les chances de réussite des affaires au niveau de l'édition nationale. Et puis aussi, parallèlement, vous êtes un fervent militant du respect de l'utilisation, en tout cas correcte, du Wolof. Oui, le Wolof est toujours massacré. Le Wolof est massacré par les publicitaires. Le Wolof est massacré par les journalistes. Les titres des émissions, la plupart du temps, comportent des fautes. À chaque fois que j'entends un journaliste présenter son journal, mais ma foi, j'entends des mots, je suis ahuri. Et c'est pourquoi je souhaiterais d'ailleurs que le CNRA puisse régler ce problème-là. Que les titres des émissions soient écrits conformément aux règles d'orthographe et de séparation des mots en Wolof. Ça, c'est extrêmement important. C'est des lois et règlements. Il faut qu'on respecte notre langue, respecter la transcription. Même les partis politiques commettent d'énormes fautes. On voit, ils écrivent n'importe comment. Et le Wolof existe. Si c'était en français, il se serait précipité et s'excuser pour dire oui, je suis désolé, bon, et ils changent. Ils ne peuvent pas écrire un table. Ils ne peuvent pas. Alors ce qu'ils écrivent, c'est pire qu'un table. Les fautes de Wolof qu'ils font. Donc nous, il faudrait que d'abord, nous puissions vraiment nous approprier nos valeurs. Le Wolof existe, d'autres langues, le Pulaar et autres, toutes ces langues-là sont transcrites avec des lettres latines qui ont été adoptées. Tout à fait. Il faudrait que tout le monde respecte cela. Mais quand quelqu'un commet une faute en français, je m'excuse, etc. Mais quand il commet une faute, quand il dit harbi, bon, on estime que ça va. Quand il dit tchabibi, tout ça c'est nul. Tout à fait. Il faudrait des fois même on invente. On dit tchad. Tchad, ça n'existe pas en Wolof. Ça, il faut le dire. Oui, ça n'existe pas. Parce que beaucoup de journalistes utilisent cette expression. Ou bien l'ungen khamentenini. Moi, qu'est-ce que ça veut dire l'ungen khamentenini? Pourquoi ne pas dire l'ungen khamni? C'est tout. Tout à fait. D'accord. Voilà. Alors, vous restez avec moi, Colonel Moumar Gueye, pour passer à la dernière partie de Midi Actu. Alors, côté santé, les maladies émergentes et réémergentes représentent une menace pour l'Afrique. C'est dans ce sens d'ailleurs que la coalition africaine mobilise ses forces pour faire face au phénomène, suivant ce reportage. Les années ont été marquées par l'émergence d'épidémies dans le continent africain, emportant beaucoup de pertes en vie humaine. En 2014, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes, affectant particulièrement la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Selon l'OMS, plus de 28 000 cas ont été comptabilisés avec 11 300 décès enregistrés entre décembre 2013 et janvier 2016, soit près de 7 fois plus de décès en 25 mois que depuis l'apparition de la maladie en 1976. Face à ces pandémies régulières et inattendues, la prévention reste le moyen de lutte le plus efficace, l'Afrique étant une zone très exposée. Avoir un système de santé qui est faible, lié à notre situation économique, mais aussi au fait qu'on n'a pas assez de ressources humaines dans ce domaine. Mais ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'Afrique connaît des guerres et connaît un certain nombre de conflits qui en font que ces pays sont considérés comme des pays vulnérables. La troisième raison, c'est que vous savez, en Afrique, on a toute une végétation qui est très fertile, dans laquelle logent beaucoup de virus connus et pas connus et des pathogènes. Et ça peut faire qu'on a souvent dans une position d'opportunité. Donc quand vous mettez aussi un dernier point qui est la démographie, l'Afrique est un des continents qui grossit le plus. Ebola, Zika, entre autres épidémies ont fait des ravages avec beaucoup d'impacts économiques et sociaux. Pour ne pas être victime, le Sénégal a pris des mesures. Au niveau du Sénégal, il y a toute une série d'activités qui ont été mises en place avec un nouveau centre comme l'IRSEF, avec aussi des acteurs comme l'Institut Pasteur qui étaient dans ce domaine depuis un certain temps, mais au niveau de l'université et au niveau des alliances sous-régionales, avec l'OAS, toute une démarche qui a pour but de renforcer notre région et particulièrement notre pays.
Avec un système sanitaire déficitaire, l'Afrique, à travers Alerte, veut gagner le défi de la prévention. Cela passera nécessairement par une synergie des actions. Voilà donc un reportage côté santé. Un petit commentaire là-dessus? Ah oui, moi je privilégie la prévention. Et la prévention, ça commence d'abord par la propreté. Tout à fait. Nous avons un grand problème pour adopter le principe de la propreté. Nettoyer et plutôt ne pas salir, ça, ce sont les deux règles que chaque Sénégalais devrait s'appliquer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les gens vous disent non, la mairie est là pour nettoyer. On jette des tasses de thé en plastique dans la rue, les sachets plastiques, on les jette. Vous voyez quelqu'un qui a une boutique, qui balaye et qui laisse ça devant. Au marché, fait la même chose. Il n'y a aucune règle de propreté dans notre pays. Et tant qu'on est sale, on sera toujours malade. Parce que si tout le monde était propre, il y aurait moins de personnes dans les hôpitaux, et il y aurait moins d'investissements pour la santé, parce qu'il y aurait moins de malades. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Chacun pense que lui, il n'est pas concerné. Vous savez, je le disais tout récemment, je disais que après les élections, tout le monde disait oui, maintenant il faut faire ça pour nous, il faut faire ça pour nous. Personne n'a dit, mais nous, peuple sénégalais, nous allons décider de respecter les règles de bonne conduite, nous allons respecter les règles de propreté, nous allons respecter les règles de bonne manière. Non, chacun pense qu'il faut insulter les gens, il faut salir comme on veut, il faut casser quand on est en colère. Et ça, malheureusement, ce n'est pas comme ça que l'on pourra nous promouvoir vers un développement absolu. Et il faudrait que le travail soit fait sur cette question-là. Il faudrait que tous ceux qui sont impliqués dans le développement de notre pays puissent impliquer pour le changement des comportements. Tant que les comportements ne changeront pas, on sera toujours un peuple vraiment qui aura des problèmes. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup donc, colonel Moumar Gueye, d'avoir accepté cette invitation dans Midi Actu. Merci Léna, tout le plaisir est pour moi. Voilà. Merci beaucoup. C'était notre invité du jour, donc le colonel Moumar Gueye, écrivain et président de PEN Sénégal. Et c'est la fin de ce numéro de Midi Actu qui revient donc demain à partir de 12h sur cette même chaîne, la RTS2. On se quitte tout de suite avec la météo du jour. Au revoir.
l'Assemblée nationale, le nombre des députés.